Salut à tous, c'est Finansphère. Imaginez un peu le topo, on est au second semestre 2026. Partout dans le monde, les banques centrales hésitent ou carrément continuent de monter les taux. Mais en fait, ce qu'on ne vous dit pas, c'est qu'il y a une masse considérable de liquidités prête à être injectée en coulisses. Alors oui, avec l'inflation, la Fed fait traîner les choses et refuse de baisser ses taux. Du coup, le marché flippe et anticipe même une autre hausse d'ici la fin de l'année. Mais et si, en vrai, l'administration Trump avait déjà tout calculé à l'approche des midterms en novembre, et s'ils avaient constitué une importante réserve de trésorerie pour stimuler l'économie au dernier moment? Dans cette vidéo, on va décrypter ensemble cette stratégie de l'administration Trump, comment elle va impacter les marchés et surtout ce qui se passe historiquement sur les actifs financiers quand un président américain entame sa sixième année de mandat. Il existe une tendance historique, souvent observée dans la politique américaine, c'est ce qu'on appelle le syndrome de la sixième année. En gros, quand un président est réélu et qu'il attaque sa sixième année au pouvoir, les électeurs commencent à ressentir une vraie lassitude face au gouvernement en place. L'histoire montre que ces élections de mi-mandat se traduisent souvent par un sérieux revers pour le parti au pouvoir. Ils perdent régulièrement leur majorité au Sénat et à la Chambre au profit de l'opposition. Et là, à quelques mois du vote de novembre, on ne peut pas dire que la cote de popularité de Trump soit au top auprès des électeurs. C'est exactement pour ça qu'entre août et octobre, juste avant le jour J, l'administration Trump va très probablement sortir ses meilleures cartes pour essayer de retourner l'opinion. Et on ne va pas se mentir, le moyen le plus efficace d'améliorer la perception économique des électeurs, c'est de redonner de l'air au marché grâce aux liquidités. Quand l'argent circule plus facilement, le prix des gros actifs progresse, les portefeuilles des gens repassent au vert, et tout d'un coup, les électeurs reprennent confiance. Le truc, c'est que, avec une Amérique déjà endettée jusqu'au cou, vous allez me dire comment ils vont faire pour sortir autant de fonds. Eh bien, l'équipe de Trump a préparé son coup en douce depuis l'année dernière. En 2025, ils ont fait passer l'OBBA, la loi sur le relèvement du plafond de la dette et les ajustements budgétaires. Ce texte, il est là pour une seule chose, gonfler massivement la capacité d'endettement de l'État pour financer directement ses projets. Grâce à ça, le Trésor américain n'a pas eu besoin d'émettre immédiatement des obligations sur le marché. Ils ont pu légalement accumuler une réserve considérable sur le TGA, le compte courant du Trésor auprès de la Fed. Et en ce mois de juillet 2026, le solde affiche près de 800 milliards de dollars. Et tout ce cash est là, disponible, prêt à être libéré dès que Trump donnera le feu vert. Si on regarde l'histoire, la sixième année d'un président américain se termine presque toujours de manière très positive pour les actifs risqués. Par contre, attention, entre août et septembre, ça risque de tanguer un peu. Le mois d'août, c'est le moment où l'État américain émet une grande quantité de nouvelles obligations, et septembre, c'est historiquement un mois plutôt baissier pour les marchés, surtout durant une période où les marchés sont souvent sous pression. En plus, le Trésor a déjà prévenu qu'il allait continuer à accumuler du cash au troisième trimestre. Du coup, vous vous demandez sûrement pourquoi Trump garde ce pactole sous clé au lieu de le lâcher maintenant? Tout simplement parce qu'une relance, ça marche d'autant mieux quand elle intervient au moment où le marché doute et que tout est une question de timing électoral. Les midterms, c'est en novembre. Politiquement parlant, si le gouvernement injectait ses fonds en août ou en septembre, l'effet d'euphorie serait déjà retombé au moment où les gens votent. Pour maximiser l'efficacité de la mesure, il faut créer un impact psychologique juste avant que l'électeur se décide. Et puis, dès que l'État commence à ouvrir les vannes, les indicateurs de liquidité nette explosent dans quelques jours à peine, l'impact sur les marchés est instantané. Psychologiquement, on se sent beaucoup plus riche et on dépense beaucoup plus facilement quand on voit son compte d'investissement pump, plutôt que quand on touche une simple augmentation de salaire. C'est exactement là que les stratèges de Trump veulent en venir. Créer un environnement de marché favorable en octobre pour renforcer le sentiment de prospérité économique et bénéficier de cette dynamique positive au moment où les électeurs prennent leurs décisions. En plus, ce timing politique colle pile poil avec la plus grosse période de consommation de l'année aux US,
le Black Friday de novembre et les fêtes de fin d'année. En faisant décoller les portefeuilles en octobre, les gens vont voter de super bonne humeur début novembre. Et dans la foulée, ils vont consommer massivement pour le Black Friday. Bon, et après les élections, il se passe quoi? Déjà, peu importe le résultat, le marché va enfin pouvoir souffler, parce que l'incertitude sera levée. Les marchés détestent le flou par-dessus tout. Donc la fin des élections, c'est un énorme soulagement. Et avec toutes les liquidités injectées juste avant, le marché a de grandes chances de nous faire un superbe rallye de fin d'année. Les stats montrent d'ailleurs que les actifs risqués grimpent quasiment toujours après les midterms. Mais après avoir injecté des quantités astronomiques de liquidités pendant la pandémie, les États-Unis ont relevé leur taux d'intérêt à un rythme effréné, les faisant passer de près de 0 à 5,5% entre 2022 et 2023 afin de freiner l'inflation. Même si les taux sont redescendus autour des 3,75% à la fin de l'année dernière, la pression accumulée par des années de taux hauts est toujours là, bien présente dans l'économie réelle. Il faut toujours 2 à 3 ans pour que le choc des taux finisse par fragiliser le système. Le gros point noir actuel, c'est l'immobilier commercial et les prêts aux PME. Toutes les dettes contractées pendant le Covid arrivent à échéance entre fin 2026 et 2027. Les boîtes vont se prendre un gigantesque mur de refinancement. Celles qui sont un peu fragiles vont devoir renégocier leurs prêts à des taux bien plus élevés. Quand vous passez d'un crédit à 3% à un taux à 7 ou 8%, votre facture d'intérêt explose et ça devient vite ingérable. Généralement, une boîte commence à anticiper son refinancement 6 mois à 1 an à l'avance. Donc au printemps-été 2027, alors que la liquidité continue de soutenir les marchés, on pourrait avoir l'impression que la situation reste sous contrôle et que les entreprises parviennent encore à se refinancer malgré des coûts d'emprunt beaucoup plus élevés. Et c'est quand on va attaquer la deuxième moitié de l'année, vers août-septembre, que les entreprises zombies les plus fragiles vont commencer à craquer les unes après les autres, étouffées par la hausse des charges financières. Et même si ces boîtes commencent à prendre l'eau dès le début de l'année 2027, il faut au moins 6 mois pour que ces difficultés se transmettent au bilan des banques. Pendant que la Fed resserrait la vis ces dernières années, elle a freiné l'impact de sa politique en injectant du cash via les opérations de pension, livret inverse. C'était un peu leur matelas de secours. Ce mécanisme, plus le fait que beaucoup de dettes étaient bloquées à taux fixe, a retardé le moment où la hausse des taux percute l'économie réelle. Mais bon, pour l'instant, au lieu de stresser sur les risques de 2027, la vraie priorité, c'est de savoir comment on va piloter le rallye de liquidité qui arrive entre fin 2026 et début 2027. La réserve de 800 milliards de dollars que le Trésor s'apprête à libérer pour les midterms, le rallye post-électoral et la fin du risque politique, tout ça ce sont des signaux ultra haussiers pour les actifs risqués. Les investisseurs qui durent sur les marchés d'actions et de crypto ne prennent jamais un calendrier pour une vérité absolue. Quand les grosses dynamiques économiques deviennent trop évidentes, les gouvernements, les banques et les grosses boîtes ajustent leurs plans en temps réel. C'est pour ça qu'en tant qu'investisseur, on doit rester ultra réactif pour capter les directions à forte probabilité. Voilà pour l'analyse d'aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, lâchez un pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rater aucun prochain décryptage. C'était Finance Sphere. Prenez soin de vos portefeuilles et à la prochaine.